Bienvenue sur Creators Jungle, podcast de l'agence 3ème Web. Ici, on part du constat que tout le monde, que vous soyez freelance ou entreprise, doit savoir se vendre sur le web. On part donc rencontrer les experts de la création de contenu pour qu'ils nous partagent leurs secrets. Très bon épisode à tous. Et Benoît, salut. Salut, On enchanté. rentre Enchanté. Merci d'avoir accepté mon invitation déjà, c'est sympa, je sais que tu es assez sollicité en ce moment. Merci de m'avoir invité, d'avoir pensé à moi, surtout. Ça fait très plaisir, très content de pouvoir discuter. Je te redonne un peu de contexte quand même. Alexis et moi, on a deux podcasts. L'un qui parle de Web3 et qui s'appelle 3ème Web, et l'autre qui parle de la Creators Economy, et donc qui s'appelle Creators Jungle. Et c'est dans ce sens-là que je t'ai contacté. On cherche vraiment à comprendre cette économie qu'on trouve passionnante, enfin cette économie, ce monde des créateurs de contenu et tout l'écosystème qu'il y a autour. Et du coup, on s'est donné pour mission d'aller voir tous les experts de ce secteur, des gens qui savent se faire parler d'eux sur Internet, qui savent vendre un produit, un service ou même leur personne. Et du coup, pour pouvoir montrer à nos auditeurs quelques outils et comment évolue tout cet écosystème. J'ai tapé à la Écoute, bonne porte. belle mission. Je pense que je crée un peu de contenu, ça m'arrive, donc avec plaisir pour en parler. Ouais, trop bien. Et ben écoute, ce que je te propose pour qu'on commence directement dans le vif du sujet, c'est de te présenter rapidement. Euh, voilà, en quelques phrases, dis-nous qui t'es. À fond. En quelques phrases, alors je suis Benoît Dubos, je suis entrepreneur, je crée un petit peu de contenu. Je suis CEO d'une boîte qui s'appelle Skelesia Mm. et notre métier, c'est d'aider les boîtes à grossir de façon holistique, c'est-à-dire grossir sainement, durablement et de façon rapide. Rapide, c'est un curseur, hein. T'en as qui veulent Mm. grossir rapidement, très rapidement, d'autres qui veulent grossir un peu plus tranquillement. On s'adapte. On se spécialise sur le B2B et on a mis en place notre propre modèle de croissance qui nous permet de les faire grossir encore une fois comme il faut, c'est-à-dire d'éviter les déséquilibres et d'éviter d'avoir, comme on le voit souvent dans le monde des agences et de l'acquisition en ligne, des gros moteurs à réaction euh, montés sur des bicyclettes, quoi, en gros. Mm. Donc, on est une dizaine aujourd'hui. On existe depuis un peu moins d'un an et demi. On a une centaine de clients aujourd'hui qu'on accompagne sur notre modèle advisory, qui est notre modèle agence, en gros. Et ça se passe bien. Ok, trop cool. J'avais en effet vu tout ça. Donc, Scalesia. Et avant, j'ai vu que tu avais déjà d'autres expériences entrepreneuriales et qui sont plus axées grosses, web marketing, ou peut-être autre chose. Je me suis peut-être mal renseigné. Tu veux m'en dire un peu plus? C'est des expériences, j'imagine, qui t'ont beaucoup apporté pour ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, alors en ce moment, je suis aussi associé d'une boîte qui s'appelle Hector, qui est dans le BTP, c'est un SaaS dans le BTP. Donc, je ne suis pas à l'exécution là-dessus, Mm. mais par contre, justement, j'apporte ma connaissance en marketing, en growth, et j'apporte mon modèle aussi, que j'ai modélisé pour Scalesia. Et sinon, en fait, Scalesia, c'est bâti sur les cendres d'une micro-agence. On appelle ça une micro-agence parce qu'on n'a jamais eu de velléité de grosse croissance. On était deux. Et après, on a un petit peu grossi, mais on bossait avec des freelances, etc. Et on faisait du growth, mais focus outbound marketing. Mm. Donc, on envoyait, on automatisait la prospection de nos clients. On faisait du coup de la presta, on faisait de la formation, des bootcamps, etc. Et en fait, ça s'est bâti sur ces vestiges-là, non seulement mes connaissances, mon expérience, mais aussi du coup tout ce que en tant que créateur de contenu, j'ai réussi à emmagasiner, les effets cumulés, j'ai réussi à emmagasiner. Donc ça s'est créé Skelesia avec un momentum sympa. On avait déjà quelques dizaines de milliers de personnes sur notre plateforme. On a fait un rebranding en fait, et outre le rebranding, on a complètement changé de modèle, mais on a quand Mm. même bénéficié de cet appel d'air-là et ça nous a pas mal aidé. Et avant ça, j'ai jamais été salarié, mais par contre, je me suis lancé à la sortie d'école comme freelance. Donc, j'ai commencé par du business development. Rapidement, voilà, j'avais fait le tour du call call. C'était rigolo, mais au bout de, Mm. de quelques temps, ça m'a un petit peu saoulé. Donc, j'ai commencé à faire un petit peu de call d'email. Le call d'email à la mano m'a saoulé, donc j'ai commencé à automatiser. Et de fil en aiguille, je me suis spécialisé en growth. J'ai vite compris que du sales
de la prospection sans réellement comprendre les mécaniques marketing qui se jouent derrière, c'était problématique. Donc, j'ai commencé à monter en compétence là-dessus. Et de fil en aiguille, en fait, j'ai bifurqué de problématiques purement sales vers des problématiques de plus en plus market, quoi. Ok, hyper intéressant. Tu as soulevé plein de points passionnants parce que moi aussi, j'ai une formation sales. Et alors, première chose, moi, bêtement, en sortant d'école, ou bêtement ou pas, hein, parce que ça m'a apporté plein de choses, mais moi, j'ai commencé par une expérience de salarié en tant que sales. Toi, qu'est-ce qui fait que Benoît, il s'est dit non, moi, je vais y aller en freelance cash, j'ai confiance, j'ai confiance en moi. Alors, c'est super simple, hein. J'étais très mauvais en entretien d'embauche. Donc en gros, j'ai essayé en fait à la sortie d'école. J'avais Hmm. monté, je m'étais pour m'amuser, tu vois, projet de fin d'études, j'ai fait un MBA entrepreneur, j'ai lancé une marque de fringues. Vraiment, j'avais pas vraiment d'ambition là-dessus, c'était plus pour m'amuser, c'était plus pour tester un peu le modèle, tu vois, Lean Startup, c'était un peu le sujet à l'époque en Hmm. 2017. Un peu pour tester le truc. J'y connaissais absolument rien à la fringue. C'était mon premier business, donc j'ai vendu très très peu, mais en tout cas, ça m'a vachement formé. C'était assez rigolo à faire. Et après, bah, du coup, je me suis mis à chercher un CDI un petit peu à droite à gauche, sans réelle méthodologie, tu vois. Je me projetais pas trop, mais je me suis vite rendu compte que soit ça fitait pas du tout, et j'arrivais pas en fait, tu vois, Ah, à tu jouer te un rôle. projetais pas. Ouais. J'arrivais pas à faire ce qu'on attendait de moi. Soit ça fitait à mort, et ça fitait tellement que je m'emballais pendant les entretiens, tu vois, et j'étais limite, je repartais limite si j'avais pas refait la boîte Ouais. tu Tu vois, voulais changer je la boîte. sors, voilà, c'est ça, j'arrivais pas à rentrer dans le cadre qu'on me présentait, et donc je me suis vite rendu compte que j'allais un petit peu galérer. Et le fait est que j'avais créé ma micro-entreprise pour pouvoir tester ma marque de fringues, pour pouvoir encaisser, etc. Je n'avais pas encaissé grand-chose, mais la structure était là. Et donc, j'ai eu des opportunités de me lancer en freelance. Je me suis lancé et en fait, j'ai vite trouvé ce qui deviendra pour les mois qui suivirent mon unique client. Mais j'étais en freelance avec lui et j'ai pu en fait bosser pour d'autres boîtes en fait. Donc, c'était Hmm. une boîte qui dépêchait des freelances, BizDev, pour d'autres, pour le compte de ses clients, tu vois, donc en mode régie. Donc j'ai vite pu me faire la main comme ça. Ok, hyper intéressant. Ouais, en fait, comme beaucoup d'entrepreneurs, c'est l'expérience perso et les premières Ouais. tentatives qui t'ont fait ton expertise. C'est qui Benoît Dubos pour le monde d'Internet, j'allais dire, le monde professionnel? Tu te vois comment aujourd'hui? Alors, comme un entrepreneur, c'est sûr, mais comme un créateur de contenu ou plus comme un dirigeant de boîte, comme les deux? Très très bonne question. Pour Un moi, dirigeant qui... Vas-y, pardon, vas-y. bah, très très bonne question. En fait, pour moi, les deux cohabitent, tu vois. C'est-à-dire que je considère que, tu vois, un entrepreneur, c'est à la fois, c'est quelqu'un qui est à la croisée de plusieurs compétences clés. La première, c'est savoir s'entourer, attirer du monde, tu vois, autour d'une vision, autour d'une énergie, autour d'un projet. Et ensuite, c'est la capacité à être être conscient de ses propres expertises, de ses propres forces, tu vois. Moi, du coup, c'est ce sur quoi je me suis concentré, c'est faire en sorte de créer vraiment cet égrégore autour de moi pour attirer les bonnes personnes et le plus vite possible prendre conscience de mes forces et miser à fond là-dessus, tu vois. Hmm. Et donc, en fait, aujourd'hui, comment je me définis? Bah, je me définis comme un entrepreneur qui utilise ses capacités, ses qualités, tu vois, ses compétences de création de contenu comme fer de lance principal, tu vois. Et je me concentre principalement là-dessus aujourd'hui. Hmm. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu vois, je suis CEO de la boîte parce que j'ai cette dimension-là, vision, cette dimension aussi marque employeur et cette dimension R&D, tu vois. Donc, aujourd'hui, c'est moi qui ai investi la majeure partie du temps dans la boîte à la méthodologie, tu vois, au peaufinage, à la recherche de notre modèle, tu vois, on va dire, toute la licence intellectuelle derrière. Mais le gros aussi de mon rôle au sein de la boîte, c'est un rôle en gros de CMO, quoi. Donc je m'occupe de toutes les questions de toutes les questions de positionnement de la marque, du branding en lui-même, de la distribution
et c'est moi qui porte ça avec tout le contenu que je produis, etc. Donc, Hmm. ouais, si tu regardais mon emploi du temps et ce que je fais de mes journées, tu te dirais, ouais, en gros, tu es limite plus un créateur qu'un entrepreneur. Mais en Hmm. fait, je te dirais que mon Les travail de deux. création nourrit directement ce qui se passe parce que c'est un des principaux vecteurs de croissance chez nous, quoi. Ouais, c'est très bien. Bah, tu y as répondu. C'est le sens de ma question. Je l'avais précisé là. Je le vois entre parenthèses. C'est est-ce que tu es plus un entrepreneur qui vend son service sur Internet ou un créateur qui, grâce à juste à sa création de contenu, en a découlé une entreprise? C'est un peu des deux finalement, si j'ai bien compris, quoi. Clairement, en fait, moi, j'ai commencé, tu vois, j'ai pas commencé. Je te dirais que je suis plus un entrepreneur qu'un créateur dans la mesure où j'ai pas commencé mon activité sur Internet, tu vois, j'ai pas avec du contenu. Le contenu est venu plus tard. J'ai d'abord commencé, tu vois, moi, mes 100 premiers clients, je les ai trouvés avec de la prospection à Hmm. l'époque, avec de l'outbound, avec du réseau, avec du networking, etc. Je suis allé les trouver à la dure. Et par la suite, j'ai commencé à créer du contenu petit à petit, etc. Ça a pris, je me suis professionnalisé, j'ai scalé le truc, etc. Hmm. Et donc, j'ai rajouté cette brique-là que j'avais déjà par le passé parce que j'ai fait du journalisme, j'ai toujours énormément écrit, etc. Donc, ça m'est venu naturellement. Et par contre, ça n'a pas été le fer de lance qui m'a permis qui m'a créé mon premier momentum, etc. Par contre, très vite, en gros, j'ai pu reposer que sur l'inbound de notre côté. Donc, le contenu est devenu notre premier vecteur de croissance. Et aujourd'hui seulement, on commence à reprendre la prospection pour accélérer la croissance, quoi. Ok, trop cool. Ok, bah écoute, c'est très clair pour moi en tout cas. Ouais, parcours simple. J'aime bien quand tu dis plus un entrepreneur qu'un créateur, mais en fait, un créateur, c'est un entrepreneur. Je pense que tu es le premier à le savoir. C'est Euh, ça, euh, clairement. faire des posts LinkedIn aujourd'hui, ça demande des process limite. C'est même. Ah oui. Surtout que je publie 2 fois par jour. Ouais, Donc, ouais, ça demande, c'est une sacrée gymnastique. ouais, ok. Bon, bah c'est cool. Parlons un peu de Scalesia quand même. Allez. Alors, tu m'as déjà pitché le service. Est-ce qu'il y a un modèle précis? Est-ce que vous êtes ouvert à plein de types de services? Ou aujourd'hui, vraiment, on peut dire Scalesia, c'est une boîte quand moi, je suis une boîte qui veut croître et que je viens vous voir, je sais exactement que je vais avoir de la formation, puis des ateliers pratiques, puis autre chose. Je ne sais pas, j'imagine que tu ne peux pas tout dire ici, mais en quelques mots, c'est quoi concrètement le service que ça propose, Scalesia? Alors, je vais partir de la vision et du problème qu'on cherche à résoudre, tu vois. Hmm. Euh, Moi, quand j'ai fait mon MBA entrepreneur, un des premiers trucs qu'on m'a dit quand je suis arrivé, c'est ouais, le chiffre, c'est 95% des boîtes disparaissent dans leurs 5 premières années. Et donc, au début, tu vois, pour moi, ça me paraissait, tu vois, ça me paraissait une statistique un peu abstraite. Hmm. Mais quand tu as vécu ce que c'est, quand tu as assisté à des faillites autour de toi, tu comprends ce que ce chiffre-là signifie. C'est-à-dire que derrière, t'as des vies perso, tu as des vies pro qui sont mises en suspens, tu as des vies qui sont qui sont détruites à cause de ça. Tu as des nuits blanches, tu as des santé qui sont foutues en l'air, tu as énormément de douleurs derrière ces faillites, tu vois. Et tu en as beaucoup qui se remettent, mais tu en as beaucoup qui ne se remettent pas. Et moi, ça m'a toujours énormément travaillé. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut. Il y a forcément une solution, tu vois. Il y a forcément une Hmm. solution qui permet au moins de réduire la voilure. Et, et donc, en fait, très vite, je me suis mis à plancher sur ce modèle. J'ai trouvé un espoir dans le growth qu'à l'époque, où je me suis dit, tu vois, c'était vendu un petit peu à l'époque comme la recette magique qui te permet, Hmm. ça s'est vite révélé être un pétard mouillé. Et le Hmm. growth est extrêmement utile en tant que méthodologie, mais par contre, c'est une composante parmi un tout qui est beaucoup plus complexe. Et Hmm. donc, en fait, j'ai continué à travailler là-dessus, à réfléchir. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que, en analysant, tu vois, en bossant avec des dizaines de boîtes, en analysant beaucoup, en discutant avec beaucoup d'entrepreneurs, je me suis rendu compte que, en fait, n'importe quelle entité qui a des velléités de croissance, que ce soit une entreprise ou que ce soit une association ou même un parti politique, tu vois, repose sur systématiquement les mêmes fondements. Et ces mêmes fondements, j'en ai fait la méthode des 5 piliers. Donc, tu peux aller voir sur notre site, hein, on a Hmm. modélisé le truc. Mais ces 5 piliers, c'est les mêmes quel que soit le contexte, c'est ton marketing. Donc, marketing, c'est quoi? C'est comment tu te positionnes, ton branding, ton positionnement et ton étude de marché qui doit être continue. Je détaille pas, mais comme ça, tu as, Non, non, bien sûr, mais de toute ton, façon, je suis allé ton voir. offre. Ouais, ouais. Voilà, C'est c'est pour ton ceux qui nous offre. Donc, écoutent. exactement. Donc, c'est ton offre ensuite.
donc ton produit, ton service, etc. Comment tu t'assures que ça fit avec ton marché, comment tu t'assures de l'améliorer en continu et de le pricer comme il faut. Tes revenus, comment tu vas chercher l'argent? Est-ce que c'est avec de la vente? Est-ce que ça, tu vois, avec du sales? C'est quoi ton modèle de revenu et comment tu l'optimises? Donc, tu as ta partie opérationnelle et ta partie ops, optimisation. Ensuite, ta partie growth. Donc, growth, c'est comment tu systématises ta croissance, comment tu automatises tout ça, etc. Donc là, tout ce qu'on entend par growth, full funnel, donc je ne parle pas de growth seulement acquisition. Et après, tout ça, c'est englobé par ton système entrepreneurial. Système, c'est quoi? C'est ta partie people, donc qui tu recrutes, quand, comment. C'est ta vision, donc ce que tu veux faire, quel impact tu vas avoir sur le monde. Ça, c'est un truc à définir. Tes valeurs et tes process. Et une fois que tu as compris ça, bah, tu as compris que tout ça, c'est algorithmique. Et que si une boîte se développe de façon homogène autour de ces 5 piliers, eh ben, ça peut que fonctionner. À quelle échelle? Ça dépend de chaque variable, mais ça ne peut que fonctionner. Et en fait, à partir de là, on s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut mettre en place un service qui nous permet de délivrer ça auprès des clients? Et en fait, le meilleur levier qu'on a trouvé, c'est celui de ce qu'on appelle l'advisory aujourd'hui. En fait, tu vois, le métier d'advisor dans les startups, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui est très prégnant dans les startups. C'est un rôle qui est central parce qu'il est à la croisée de 3 rôles. C'est déjà, premier point, c'est la notion stratégique. Un advisor, c'est quelqu'un qui a une vision stratégique, qui est très chaud en strat et qui a cette vision d'ensemble parce qu'il discute avec plein de boîtes, etc., parce qu'il a une vraie expérience, tu vois, c'est profil senior, etc., qui a une capacité de planification, donc qui sait planifier, qui sait transformer justement cette stratégie en plan d'action concret et qui s'inscrit dans une vraie cohérence. Et le dernier, c'est une expertise opérationnelle. Donc, il a les compétences et il sait comment les délivrer et les transmettre. Et tu vois, il y a plusieurs profils aujourd'hui qui sont très, tu vois, des gros advisors qui sont assez connus dans la place. Tu as Guillaume Cabane, par exemple. Tu vois, c'est un petit peu genre Ouais. le dragon blanc aux yeux bleus des advisors. Mais on s'est dit, je me suis dit, comment est-ce que je peux productiser en fait le métier d'advisor, tu vois, ces 3 piliers-là, ces 3 pans-là, et en faire un truc, en faire un produit qui tourne, un service qui tourne. Ouais, Et bien donc, en sûr. fait, j'ai découpé le truc et ça a donné l'advisory, où en fait, tout est taylorisé aujourd'hui. Tu arrives chez nous, donc aujourd'hui, nous, comme je te l'ai dit, ça peut s'adresser à n'importe quelle typologie de boîte. Par contre, on ouvre vertical par vertical. Donc aujourd'hui, on se concentre sur du B2B, sur de la TPE, PME ou de la scale-up, tu vois, avec certaines sous-verticales. Par exemple, on adore bosser avec des boîtes de services, on adore bosser avec des scale-up SaaS, mais qui ont déjà un product market fit. On adore bosser avec des boîtes qui vendent des produits physiques en high ticket et en B2B. Et après, peu importe l'industrie, tu vois, on a fait exploser des boîtes qui vendent des crochets télécommandés pour grutier, tu vois, au Canada. Donc, ça, Et, peu et- importe, en fait. Et en fait, pardon. c'est plus les mécaniques business derrière. Ouais. Et en fait, à partir de là, on sait très rapidement identifier chez toi quels sont les trous dans la raquette. Et ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on met en place un plan de transformation sur 6 à 12 mois, sur lesquels on va venir positionner des experts. Donc, on a une cinquantaine d'experts, donc des top freelance, des top exécutifs dans des gros scale-up, des top entrepreneurs aussi. Donc, on a vraiment des gros noms qui ont chacun 4 à 6 semaines pour venir te transmettre leur expertise à eux pour te faire internaliser ça. Parce que nous, notre parti pris, c'est une boîte, c'est la somme de ses compétences et la moyenne de ses talents. Donc, on ne fait pas pour toi, on fait avec toi. L'objectif, c'est de te faire grandir toi, de te faire progresser. Donc, on est la seule agence, en fait, en France, voire même au monde, qui ne fait pas pour ses clients. On fait zéro exécution. Par contre, on fait avec toi. Et quand tu t'embarques avec nous sur un plan de transformation, ta boîte, elle ressemble pas du tout, elle a pas du tout la même tête au bout de 6 mois, parce qu'en fait, on t'a fait vraiment progresser avec les meilleurs. Et à partir de là, en fait, on te permet de te restructurer en la boîte qui va te permettre d'aller chercher ton x10, ton x20, ce que tu as envie de faire. Ok, alors ça, c'est passionnant. Ça me rappelle un sujet. En fait, vous êtes un peu le pivot entre le bon advisor qui correspond à la bonne boîte pour son besoin du moment, si je comprends bien. C'est-à-dire que vous avez C'est ça. un pool d'advisors et vous savez dire, OK, lui, il va être pertinent pour toi. Ça me fait réagir parce que j'ai passé quelques temps à Station F en tant que salarié et je me souviens que les advisors là-bas, au bout d'un moment,
je faisais les rendez-vous avec eux à la place de mon CEO parce que parfois on était à côté de la plaque. Enfin, c'est en effet, les advisors, comme tu as dit, c'est des profils seniors. Il faut qu'ils soient, ils ont vachement de valeur, vachement de choses à apporter. Mais s'ils sont mal sélectionnés, ou en tout cas si on ne peut pas avoir la bonne personne pour le problème qu'on a à ce moment-là en tant que startup, ils perdent toute leur valeur. Donc, ouais, j'imagine que vous devez avoir un gros travail à faire là-dessus sur le bon choix des bonnes personnes pour accompagner En, la bonne en fait, boîte. le truc, c'est que, tu vois, ça, c'est ce qu'on avait fait avant, c'est qu'avant, oui, tu étais suivi par une seule personne. Mm. Aujourd'hui, en fait, l'advisor, c'est Scalesia. Mm. C'est-à-dire que l'advisor, en fait, c'est toute la chaîne de valeur. C'est le business strategist avec qui tu définis ton plan d'action. C'est l'advisory ops, en gros, le chef de projet qui va te suivre sur la durée. Mhm. Et après, les experts, ils sont là uniquement de façon très taylorisée pour délivrer une expertise Ouais. précise, une hard skill précise à un instant T, et à chaque fois sur une durée limitée. Donc, tu as 4 à 6 semaines en tant qu'expert pour, par exemple, te faire, toi, passer de 0 à 1 en Facebook Ads. Mm. Et l'objectif à la fin en Facebook Ads, c'est que tu sois en mesure, de façon autonome, de dépenser 2000 euros par mois sans que personne ne vienne t'aider. Tu vois. Et Ah, mais donc, en c'est fait, trop à bien. partir de. Tu vois, donc c'est complètement modulaire. Et ça nous permet, du coup, en fait, on a complètement scalé ce métier-là. Et les résultats, ils sont absolument dingues, quoi. Enfin, Ouais. pour avoir fait de l'agence, non seulement chez moi, mais aussi, tu vois, dans plusieurs autres agences en tant que free, c'est hallucinant l'ampleur des résultats qu'on peut avoir quand ça fit bien avec le client. C'est ouf. Bah non, mais c'est clair. Et je vois la valeur ajoutée que ça, en tout cas, parce que, en effet, si l'advisor, il est à côté de son sujet ou c'est plus un sujet dont il est expert, c'est vite du temps perdu, quoi. C'est ça. Bah c'est hyper intéressant. Et du coup, le modèle économique, tu veux nous en parler? À modéler, bah, alors, sur l'advisory, alors il y a le modèle économique de ce produit-là aujourd'hui chez Mhm. nous. C'est un modèle où en gros on vend à la transformation. Donc c'est c'est un chiffrage qu'on fait avec le client en fonction de l'intensité qu'il a envie de mettre. Mhm. Voilà, mais c'est des plans de transformation sur 6 à 12 mois. Mhm. Et puis voilà, après c'est Ouais. une offre classique, quoi. Il y a pas Il n'y a, de, il y a pas il y a, d'abonnement, c'est pas un modèle SaaS. c'est du one shot. Hmm. C'est du one shot parce qu'on vend une transformation. Après, nous, on se projette, c'est vraiment un modèle où tu vois, il n'y a pas de continuité, c'est-à-dire qu'on contractualise sur 6 à 12 mois, mais les clients, on a vraiment cette validité et c'est un de nos critères de sélection pour sélectionner un client. Est-ce qu'on se projette avec lui? Parce que l'objectif, c'est de l'amener le plus loin possible, d'aller le plus loin possible avec lui. Et tu vois, il y a par exemple des boîtes dans lesquelles on a commencé à investir. Tu vois, dans lesquelles Skelesia a investi après le Ouais, bien départ, sûr. parce que c'est vraiment ce sur quoi on se projette. Hmm. Et si on discute avec un client et que on se voit pas l'accompagner au-delà de 6 mois, bah, en général, on dit non, quoi. Donc Ouais. ça, c'est un vrai critère. Après, modèle économique, voilà, assez Ouais, ouais. simple. One shot, On est ok. vraiment partisan de la simplicité. Après, nous, justement, on a vraiment cette vision en écosystème. On veut, tu vois, créer différentes BU petit à petit autour de ce modèle-là, tu vois, autour des 5 piliers. Et après, on a d'autres modèles sous-jacents, mais et le décliner en différents usages. Donc, tu vois, par exemple, on a ouvert la BU communauté. Aujourd'hui, on a une communauté. Donc, ce que tu vas. En fait, c'est vraiment une communauté en mode créateur économie, tu vois, avec un Ouais. Slack, avec du contenu premium, etc. Euh, et et l'objectif, c'est d'aider. Bah, là, on s'adresse à une autre typologie d'audience. On s'adresse à des solopreneurs. On s'adresse à des petites boîtes, vraiment des petites startups pré-product market fit. Un peu Et on leur apporte de la valeur. un peu comme ce qu'avait fait Lemlist à l'époque. Je ne sais pas si tu vois, Guillaume Moubet, j'imagine que tu dois connaître. Bien Je me sûr. souviens qu'eux, ils étaient partis de la création de communautés pour ensuite développer leur service avec eux. Mais ça, je trouve ça hyper intéressant et en effet nécessaire aujourd'hui. C'est une bonne idée, cette BU communauté. Ouais, c'est ça. Et puis, ça nous permet justement d'avoir du feedback en continu. Tu sais, t'as un effet, t'as une flywheel qui est vachement intéressante parce que Mm. là, c'est vraiment ta communauté la plus engagée, en fait, outre le fait qu'elle te paye, quoi. Mm. Et donc, c'est celle qui est la plus enjointe à t'apporter la valeur, à t'apporter du contenu. Ça, c'est vraiment un truc que je recommande, tu vois, à n'importe qui, c'est de mettre en place une échelle de valeur. Tu vois, avec différents produits, tu vois, différents sous-produits, etc. Euh, Autant dans une optique de revenu que dans une optique marketing. Parce que plus tu vas mettre en place une échelle de valeur, plus, à mesure que tu montes dans l'échelle de valeur, tu vas te retrouver avec une audience qualifiée. Et après, Mm. tu peux fonctionner par analogie en mode, tu sais, custom audience Facebook Ads. Tu peux Mm. dire, OK, voilà, là,
les 150 personnes qui ont converti sur le palier 1, comment est-ce que je peux faire en sorte, voilà, c'est quoi les patterns, c'est quoi leur similarité, c'est quoi en gros leur profil type, comment est-ce que je peux faire en sorte maintenant d'aller chercher d'autres personnes qui leur ressemblent. Et c'est comme ça que tu peux scaler aussi. Ok. Ouais, et ok. Ok, très clair. La valeur enfin, ouais, la valeur que vous proposez à vos clients, elle repose sur des métriques. Je veux dire, vous leur dites, OK, nous, on te garantit une augmentation de temps de chiffre d'affaires, ou c'est vraiment au feeling avec chaque client. Il y en a qui peuvent te dire, à qui tu peux dire, non, nous, on te garantit de juste être bien dans tes pompes en tant que dirigeant ou en tant que boîte, d'être mieux structuré, d'avoir une meilleure vision, et ça leur va. Alors nous, on leur dit, voilà, si tu veux te projeter, on fonctionne par analogie. C'est-à-dire que nous, on te sort des use cases, on te dit, bon, bah voilà, pour tel client, on a fait plus 900 000 euros de chiffre d'affaires en 5 heures avec lui. Tu vois, ça, c'est un exemple, par exemple, de résultats qu'on a eu. Donc, ça va très vite, très fort quand ça se passe bien. Après, ça, tu peux pas mettre de chiffres. Personne ne Ouais. peut mettre de chiffres et s'engager. Et nous, ce qu'on dit, c'est de toute façon, c'est algorithmique. C'est algorithmique. C'est exactement comme un plan. Nous, tu vois, nous, pour faire une métaphore, on se compare à des coachs, tu vois, à des coachs sportifs, tu vois, à des entraîneurs. Tu vas Mm. voir un entraîneur, c'est son métier. Euh, bah, en fait, lui, c'est ce qu'il fait. Nous, on sait ce qu'on fait pour nos clients. On sait ce qu'ils ont besoin de faire pour passer à l'étape supérieure, tu vois, pour faire péter leur stagnation et pour relancer le truc, ou alors pour faire perdurer leur phase de croissance. Parce que quoi qu'il arrive, ta croissance, au bout d'un moment, elle va plateau et il va falloir que tu revoies ta façon de faire. C'est essentiel, tu vois. Ça, c'est un autre modèle mental dont on pourra parler. C'est une autre mécanique, mais tu vois, nous, on sait ce qu'on fait. Donc, c'est exactement comme un entraîneur qui va bosser avec des sportifs de haut niveau, avec des athlètes. Mm. Finalement, c'est pas tant ses compétences à lui que sa faculté à sélectionner les bons athlètes avec qui travailler, tu vois. Mm. En fait, les meilleurs entraîneurs, c'est pas forcément les plus compétents d'un point de vue compétences dures, c'est ceux qui sont Mm. les meilleurs pour sélectionner les bons, tu vois, et les Bien bons, sûr. les bons athlètes sur lesquels miser. C'est pour ça qu'on parle d'un sélectionneur pour une sélection nationale, tu vois. Mm. Et, et donc, nous, en fait, on leur dit, si on choisit de bosser avec vous, c'est qu'on sait qu'on peut vous apporter du résultat. Maintenant, Ouais. ça va vraiment dépendre de vous. Nous, nous ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre en place un plan de transformation. On va vous faire accompagner par les meilleurs dans leur domaine. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous voulez en faire. C'est Mais du coup, si donnant-donnant. vous suivez, voilà, mais si vous suivez leurs directives, si vous faites le taf, parce que du taf, vous en aurez, ça va Ouais. être compliqué. Voilà, il y aura du travail. Ça va pas forcément être toujours facile parce que ça va être intense. C'est sûr et certain. Encore une fois, parce qu'une boîte est la moyenne de ses compétences, c'est sûr et certain que vous allez changer du tout au tout la tronche de votre boîte. Ouais. Ouais, et je rejoins ce que tu disais tout à l'heure sur les 5 piliers. En effet, enfin, moi, j'ai expérimenté ça. C'est une dernière remarque sur la partie Scalesia et entreprise pure. Mais euh, comment tu fais pour gérer alors, Hector, tu n'es pas dans l'exec, tu m'as dit, mais j'imagine quand même que si tu en parles, c'est que tu as quand même un pied dedans. Donc, tu à la fois diriges une boîte SaaS dans le BTP, à la fois tu as ton agence. Enfin, je ne sais pas si on peut appeler ça une agence. D'ailleurs, Scalesia, Moi, j'étais un peu réfractaire à l'idée de s'appeler agence. Après, Ouais, on a réintroduit ce terme-là euh, tout simplement par souci de lisibilité ok. Ouais, bon, marché, tu vois. Ouais, ouais. C'est-à-dire que les gens nous positionnent assez facilement, enfin, tu vois, plus facilement. Mais en gros, moi, je dirais plus qu'on est l'anti-agence, dans la mesure où, en fait, on fait pas pour, on fait avec, et il y a absolument zéro exécution dans ce qu'on fait, quoi. D'accord, très clair. Mais du coup, gérer ça sur 2 tableaux, parce que moi, j'ai le même exemple, j'ai une boîte à côté et je me dis, mais enfin, moi, ça devient difficile avec, tu vois, un podcast, une boîte, alors que l'autre boîte, j'ai des collaborateurs, elles tournent, chacun sait ce qu'il doit faire, ça va. Mais par contre, on est arrivé au point de rupture où scaler devient compliqué. Ok. Euh, Est-ce que toi, du coup, comment tu gères ça avec Hector? Il y a une recette secrète ou il y a vraiment il y a un choix à faire? Je t'avoue que, bah, tu vois, je t'avoue que après, c'est une histoire de, tu sais, c'est des potards que tu vas Mm. moduler selon les périodes. Il y a des périodes où je consacre plus de temps à Hector et d'autres moins. Tu vois, typiquement en ce moment, c'est une période moins. Ça, c'était le deal, tu vois,
le CEO, qui est aussi un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Jacques. Coucou Jacques. Mm. Euh, et si tu nous écoutes, mais Précise voilà, potard, potard, c'est des petits boutons dans la c'est musique, des on petits appelle ça boutons. des C'est ça, potentiomètres. exact. C'est des potentiomètres, exactement. Je Donc, vois que c'est familier. c'est des petits curseurs, ouais, Ouais. DJ. C'est des petits curseurs avec lesquels tu vas jouer. Euh, mais du coup le deal, c'était vraiment que pour l'instant, je ne rentrais pas dans l'exécution parce que j'avais Skelésia, parce que j'étais focus là-dessus et que je voulais rester frais pour le sujet. Après, bah, ce qu'on fait, c'est que régulièrement, tu vois, on se book des sessions de travail quand il a besoin ou alors des sessions de réflexion. Et typiquement, tu vois, moi, je suis là vraiment pour les grands arbitrages stratégiques. Le micro, ça m'intéresse assez peu. Je suis là Mm. pour le macro, je suis là pour les grandes orientations et je suis là pour l'aider à se structurer d'un point de vue marketing, d'un point de vue positionnement, etc. Ouais. Et je suis là aussi pour l'aider à développer sa personal brand. Il n'a pas forcément tant que ça besoin de moi Mm. pour se faire parce qu'il est très très bon. Mais voilà sur quoi je me positionne. Mais tu vois, typiquement, une des contributions que j'ai eues, c'est qu'on s'est calé avec les 5 piliers. Et en fait, en littéralement 10 minutes, on a pu identifier ce qu'il devait faire pour passer de ces 10K MRR à ces 83,3K MRR, c'est-à-dire Ouais, d'accord. le million annuel. Et en gros, le plan d'action, il est là. Après, le plan Ouais. d'action, comment tu l'exécutes, c'est une chose, mais on a su clairement identifier ce qui lui manquait aujourd'hui. En fait, tu es là Voilà. en tant qu'advisor, quoi. Alors là, je suis purement advisor, sauf que là, j'ai que la partie stratégique parce que j'ai pas le temps d'exécuter, etc. Ouais, bien Tu sûr, ce vois. qui est compréhensible. Donc oui, oui, là, je suis en mode oui, Ok, advisory, pur et dur. ok, très cool. Eh ben, merci d'avoir répondu à toutes ces questions sur Scalesia. Je te prends encore un quart d'heure, si ça te va. J'ai tout Euh, mon temps. ok, trop cool. Je m'intéresse un peu plus du coup au travail de créateur de contenu. J'ai vu que tu étais dans le top 10 des... Alors, ils appellent ça influenceurs forcément, mais top 10 des influenceurs LinkedIn. Ce Euh, terme, le terme, je trouve qu'il y a une belle oxymore entre Ouais, ouais. influenceur Influenceur, et LinkedIn, quoi. ça irrite tout le monde. Ouais, et surtout avec LinkedIn, c'est encore pire. Ouais, je suis d'accord. Mais du coup, même moi, tu vois, je fais l'erreur parfois. Je l'ai fait avec d'autres et du coup, j'essaie de faire l'effort de dire créateur de contenu parce que c'est vrai que c'est plus ça. Et même sur LinkedIn aujourd'hui, quand je vois le taf que c'est, nous, on a du mal à s'y mettre, tu vois. Euh, du coup, tu as beaucoup de gens qui te suivent sur LinkedIn, j'imagine. Ça représente combien de personnes, tu sais? Alors, j'ai 55 000 personnes qui sont abonnées à mon profil. Ouais, mais ça ne dit pas combien te suivent. Combien me suivent? Ah non, remarque que si, ça veut dire qu'ils ont cliqué sur le bouton suivre 55 C'est 000. ça. Bah alors, Ouais, ok. moi, j'ai mes connexions qui sont à balle parce qu'à l'époque, je prospectais énormément. Ouais, bah oui. Ouais. Après, tu as une belle mouvance, tu vois, ce que je vois que régulièrement, tu as des gens tu vois, qui me virent de leur relation. Du coup, j'en accepte de nouvelles, etc. Donc, tu as une rotation qui se fait. Après, bah, du coup, pour te dire, j'ai 30 000 connexions Hmm. effectives et donc qui me suivent de fait. Hmm. Sauf celles qui m'unfollow, mais je pense que c'est anecdotique quand même. Et Ouais. après, bah, le différentiel, donc du coup, j'ai 25 000 personnes qui me suivent sans être connectées à moi, Ce sans qui, qu'on ce soit qui connecté. est énorme sur LinkedIn. On T'as m'a dit, compris je ne me rends quand? pas trop compte. T'as compris quand? Enfin, il y a un moment où tu t'es dit, OK, LinkedIn, c'est un bon levier de croissance pour moi. C'est un bon moyen de me faire parler de moi. Alors, j'ai compris. Pour moi, tu vois, LinkedIn, c'est vraiment une plateforme. Tu vois, c'est vraiment un écosystème. Hmm. Et tu as, plein de façons d'utiliser LinkedIn. Tu peux l'utiliser pour de la data, pur et dur. Genre, tu utilises Sales Navigator, ça te Hmm. sort une data B2B comme tu en vois rarement ailleurs, quoi. Ouais, ouais. Et que tu peux exploiter de façon assez scalable. C'est assez cool. Tu as le levier prospection directe, donc tout ce qui va se passer en DM. Et c'est ce que j'ai utilisé très vite. J'ai très vite compris l'intérêt de LinkedIn pour ça. Et c'est grâce à. J'ai vraiment commencé par de la prospection à la base que j'automatisais, tu vois. Mais c'est comme ça que j'ai trouvé mes 100 premiers clients à l'époque. Et je faisais que ça. Je faisais même pas de cold email, tu vois, alors que c'était Hmm. une de mes expertises. Mais LinkedIn, ça marchait tellement bien à l'époque. Ça marche Ouais, il y a toujours une très bien. période où ça cartonnait, ouais. Je me Mais ça souviens. cartonne toujours, c'est juste que les gens en ont marre parce que en fait, les gens n'ont pas upgrade. Tu vois, les gens qui prospectent n'ont pas upgrade Il faut leur innover, ouais. skill, Ouais. n'ont pas innové et en fait sont toujours aussi nuls qu'avant. Alors, avant tu sais, c'est la loi des shitty click-throughs où au début, tu vois, sur une plateforme donnée, euh, Mhm. tu vas avoir un taux de clic, tu vas avoir un taux de conversion en fait qui va de fait fonctionner parce que les usages ne sont pas encore cristallisés, parce que les gens en ont pas encore marre, c'est quelque chose de nouveau, tu vois. Ouais. Euh, et petit à petit, en fait, ça monte de rire jusqu'à ce que tu te retrouves tu as un effet biseau qui se passe et où ton coût d'acquisition ne suit plus
est Le supérieur retour. à ton coût, ouais, Ouais. à ton retour sur investissement. Et souvent, c'est là que les plateformes meurent ou que les usages meurent, tu vois. Donc, en fait, LinkedIn, c'est un petit peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé en 2018 à prospecter. Ça m'a permis de lancer le truc. Et c'est en 2019 que j'ai commencé à faire un peu de contenu, tu vois. Donc, le troisième grand pilier, selon moi. Et à la base, vraiment, j'ai fait des petits tests au début, mais c'était genre un post par semaine. Et ce que je faisais, c'était à l'époque, tu sais, la mode des lead magnets, où tu faisais, like et commente et je t'envoie Mm. mon contenu, tu vois. Et donc, je faisais ça. J'ai eu des premières, j'ai fait des belles, j'ai commencé par des belles bananes, tu vois, bien virales. À l'époque, j'avais fait genre, mon tout premier, j'avais fait 75 000 vues. C'était gigantesque à l'époque, tu vois. Mm. Je m'étais dit, waouh, c'est ouf, putain, j'avais jamais vu ça. Donc, j'ai continué, tu vois. Et en fait, il y a une longue période, peut-être un an, où je faisais quasiment que ça. Quasiment que du lead magnet. J'en faisais un par semaine à balle et tout. Et petit à petit, j'ai augmenté. Après, les lead magnets, tu vois, exemple de Shitty, Low of Shitty ClickFlows, Mm. ça marchait plus, donc on a fait autre chose. Puis j'ai petit à petit augmenté la cadence. Mais oui, j'ai compris vraiment l'intérêt en 2018. Donc ça fait 4 ans que je suis sur la plateforme, que je l'utilise de façon vraiment quotidienne. Et oui, pour moi, c'est vraiment une des plateformes sur lesquelles il faut absolument monter en compétences, qu'il faut absolument Mm. exploiter. Et pas seulement en B2B, aussi en B2C, parce que tu as tellement de leviers. Tu as un levier de marque employeur qui est fou. Si tu Ouais. veux recruter, tu as un levier PR qui est fou parce que tu as plein de journalistes qui te surveillent. Tu vas trouver des partenaires, tu vas pouvoir te connecter avec tes pairs, etc. Tu as énormément de leviers qui sont fondamentaux sur LinkedIn, selon moi, aujourd'hui. Et par contre, tu vois, je dis un peu, il y a un, je sais pas si tu as vu ce film-là qui s'appelle Snowpiercer, un film Ouais, bien coréen, sûr. Ouais, 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 qui est Snowpiercer fou. J'ai adoré. qui est absolument incroyable. Mais en fait, tu vois, pour moi, LinkedIn, aujourd'hui, je le vois un petit peu comme le train Snowpiercer. C'est-à-dire que, tu vois, le train est parti. Tu vois, tu as ceux qui sont rentrés il y a longtemps, tu vois, qui sont dans les meilleurs wagons, là où il y a toute la L'aristocratie, bouffe, ouais. ouais, l'aristocratie, là où il y a toute la bouffe, là où il y a les ressources, où il y a le luxe et tout. Et petit à petit, en fait, à mesure que tu chopes un wagon le plus en plus éloigné de la locomotive, tu te retrouves avec des wagons où il y a de moins en moins de ressources, où il y a de moins en moins même Ouais. à bouffer ou quoi, tu vois. Et en fait, là, c'est la question, en fait, pour moi, le train, il est parti, tu vois. Là, il est en train de partir de la gare. Maintenant, c'est à ceux qui sont encore sur le quai de se poser la bonne question de OK, est-ce que je rattrape le wagon? Est-ce que j'essaie de choper le meilleur wagon possible? Ou est-ce que je laisse le train partir? Mais au bout d'un moment, ça sera très compliqué de choper autre chose que le dernier wagon, tu vois. Parce Ouais. que, bah oui, il y a de plus en plus de gens qui publient, l'algo évolue, et les gens, et outre le fait qu'il y ait de plus en plus de créateurs, l'audience est de plus en plus exigeante par rapport au contenu qui lui est proposé. Et donc, là où tu pouvais contenter de faire un contenu moyen il y a encore un an ou 2 ans, aujourd'hui, il faut vraiment se professionnaliser, il faut vraiment se donner du mal, quoi. Ouais. Et Ouais, donc, c'est clair. ouais. Et ce que tu disais avant, ça fait que pour moi, LinkedIn, c'est presque pas un réseau social, quoi. Avec, tu sais, une durée de vie limitée, comme on peut le voir sur d'autres. Je trouve qu'il y a tellement, en fait, les gens ont besoin d'un écosystème aujourd'hui business, parce que que tu sois freelance, que tu sois startup ou grand groupe, tu dois pouvoir être visible des autres, quoi, sur Internet, et c'est sur LinkedIn que ça se passe. Euh, Clairement. à part les Allemands qui ont Xing, mais alors je sais pas si tu as entendu parler de ça, mais ils ont leur Si, si, propre je réseau connais. social et ça cartonne là-bas, c'est fou. Du coup, pour le business international, c'est pas encore LinkedIn le leader, je pense. J'avance un petit peu pour pas te prendre trop de temps non plus. Ouais, Ouais, j'ai tout. Après j'ai tout mon temps, hein, si tu veux en ouais. Et, discuter. malheureusement, il y a aussi moi qui ai un emploi du temps malheureusement serré aujourd'hui. Le, les process, tu disais que tu faisais 2 posts par jour. Là, je fais 2 posts par jour. Je pense que je vais diminuer là prochainement. Tu vois, Tu je vais t'imposes une tester. cadence ou pas du tout? Alors, quand je m'en pose une cadence, j'en fais 3. J'en publie 3 par jour. Deux par jour, ça reste 2 par jour, c'est vraiment mon rythme de croisière. Hmm. Par contre, là, en ce moment, tu vois, j'ai envie d'expérimenter un petit peu d'autres choses. Tu vois, j'ai envie de lever un petit peu le pied. Donc, je pense Mhm. qu'à partir de la semaine pro, en plus, ce sera le bon moment, parce qu'on sera en team building. Donc, ça sera. Putain, j'aime pas ce terme-là, team building d'ailleurs. Ouais, mais Je ouais. déteste ça. Nous, on dit scalésiade. Donc, on sera en scalésiade. Du coup, je vais en profiter pour publier qu'une seule fois par jour. Mais oui, mon rythme de croisière, c'est 2 fois par jour et ça fonctionne plutôt bien.
Mais Et faire du contenu ailleurs, du coup, la ouais, semaine alors prochaine? du coup, en fait, nous, on est en train tu vois, de réaxer notre stratégie de contenu. Là, on a fait un gros travail sur la repensée parce qu'il y a eu pas mal de petites modifications ces derniers temps. Tu vois, et puis l'air du temps aussi a pas mal changé par rapport à ce que les gens attendaient il y a encore quelques mois. Donc aujourd'hui, nous, LinkedIn, ça reste un de nos piliers principaux, tu vois, d'acquisition, de branding, de visibilité. Mais il y a le podcast aussi qui arrive en trombe. Tu vois, ça fait 2 mois et ça prend très très bien. Et tu as aussi la newsletter. Donc Ouais. on a 18 000, on a 47 000 personnes en base et on a 18 000 inscrits, un peu Hmm. plus, sur la newsletter. Tu vois, vraiment régulier, lecteur régulier. Donc c'est cool. Et là, on attaque avec YouTube aussi. On a fait des tests sur YouTube qui n'avaient pas été très concluants, mais là maintenant, on a compris le truc. Et donc, prochainement, une fois que le podcast sera sur son rythme de croisière, on va reprendre YouTube. Et donc, on aura un quadriptyque qui sera sympa. Donc, ouais, LinkedIn, en fait, c'est vraiment une composante dans une stratégie de contenu qui est vraiment Hmm. très large. J'oublie aussi le SEO qui est déjà dans les tuyaux. Là. En effet, je suis un peu frustré de manquer de temps parce que là, j'ai un milliard de questions sur tout ça. Parce qu'en effet, j'aime beaucoup que tu dises YouTube, on a fait des tests, on a itéré et aujourd'hui, on a compris le truc. C'est vrai qu'il y a un truc à comprendre avec ces algorithmes. Et, euh, Ouais. et là, tu parles de en ce moment, les tendances de levier dans la création de contenu, donc la newsletter, le podcast. En effet, c'est des trucs qui cartonnent. T'as pas peur, justement, non, je pense que tu as déjà vécu ça. Tu le disais avec les lead magnets et tout ça. Est-ce que tu penses qu'on va arriver très vite dans une boulimie de podcasts, de newsletters? Parce que moi, là, je suis abonné à quelques newsletters, forcément, des créateurs que j'ai interrogés comme toi. Je vois qu'il y en a beaucoup. Je me dis, OK, tout le monde trouve son public, mais il y a un moment où bah, ça y est, la newsletter, ça va saouler les gens. Ou peut-être que bah, y a un mec qui va sortir qui va dire, eh oh les gars, écologiquement, c'est pas ouf. Et boum, il va y avoir une nouvelle tendance. Est-ce que tu essayes de sentir ça, la prochaine, la prochaine, le prochain levier de communauté, si je puis dire, ou tu penses que ça, c'est établi, ça va rester pendant 10 ans, là, on va shooter des newsletters à nos communautés et faire du podcast? Moi, ce que je peux te dire, c'est que les gens vont là où la valeur se trouve et Hmm. la qualité. La qualité se trouve. Tu vois, enfin, donc, tu vois, moi, je suis pas du tout. Je suis assez peu sujet au shiny object syndrome, tu vois. C'est ce truc d'aller, tu sais, de détourner le regard dès qu'il y a un objet brillant, etc. Tu sais, Hmm. dès qu'il y a un effet de mode. Moi, la newsletter, je l'ai lancée en même temps que notre plateforme il y a quelques temps maintenant, tu vois. Enfin, je sais Ouais, plus ah exactement quand bah, je l'ai oui, lancé, oui. donc ça fait un moment. Euh, Ça a toujours marché, ça a toujours, tu vois, là, il y a toujours eu des courbes à la hausse. Et pourquoi? Parce que la qualité est là et les gens sont contents de le recevoir. Et peu Ouais. importe que ça pète ou pas, tu vois. Après, moi, du coup, ce que je conseille aux gens, c'est déjà de ne pas tout miser sur un seul canal, Hmm. de vraiment réfléchir en écosystème de contenu. Tu vois, moi, ce que j'appelle ça une content factory, c'est-à-dire d'identifier plusieurs canaux, de régulièrement rajouter et surtout de faire en sorte de miser sur le long terme et sur une variable qui est apporter le plus de valeur possible à ton audience. Ouais, ouais, Plus tu donnes, de toute façon, plus tu reçois. Et si tu joues le jeu du long terme, tu peux que gagner. ouais. Et le truc, c'est que, tu vois, si tu as, si t'as cette réflexion-là en stock, où tu dis, OK, vas-y, tu vois, à l'échelle de 1, 2, 3 contenus ou de 1, 2 mois, ce qui est une échelle de temps très courte, qu'est-ce que ça donne? Tu vois, ou alors si au bout d'un moment, tu vois tes courbes qui baissent, tu vas te dire, OK, ouais, il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je fasse autre chose. Oh, TikTok, j'y vais, tu vois. Euh, ça, c'est la mauvaise J'allais te façon. demander, c'est marrant, j'allais te demander du Tu coup, vois. est-ce que vous allez aller vers TikTok avec Scalesa? Ouais, bah tu vois, TikTok, j'ai fait des tests dessus, tu vois, mais tu vois, en fait, moi, j'ai plus cette réflexion en flux de me dire, OK, quels sont les moyens pour moi, les meilleurs moyens pour moi d'apporter de la valeur à mon audience? Et après, tout ça, c'est modulaire. C'est modulaire, mais quoi qu'il arrive, je sais que mon audience va continuer de grossir, de me suivre. Et moi, ma question, c'est pas où est-ce que je peux avoir le plus de reach, c'est par quel moyen je peux apporter le plus de contenu Yes. et être le plus utile. Et après, bah, tu vois, TikTok, typiquement, j'ai fait des tests. Tu vois, jusqu'à la semaine dernière. J'ai fait des bons scores et tout. J'ai atteint 7500 abonnés en genre 2 semaines. Tu vois, c'était assez cool. Et j'ai fait des belles bananes et tout, T'es quand bien même viral. t'es un bon hacker de ce point de vue-là, je pense, parce que
Parce que 7000 abonnés en 2 semaines, même si c'est TikTok, c'est bon, quoi. Et je sais que ton podcast, enfin votre podcast, là, il a pété de fou, quoi. Je sais plus, en 7 épisodes, vous avez fait plus de 10 000 vues ou je sais plus. 10 000 Là, écoutes, non? là, aujourd'hui, on va passer les 15 000 écoutes là en 9 épisodes. Donc, il y a une Donc recette, quoi. en 9 semaines. Il y a un ingrédient Benoît Dubos, peut-être que les gens Bah, n'ont pas. l'ingrédient, en fait, c'est que moi, c'est vraiment simple, hein, tu vois. C'est le podcast. Je me suis dit, OK, tu vois, c'est quoi la moyenne aujourd'hui des podcasts, tu vois, en termes d'usage, en termes de thématiques abordées, en termes de format. Je vais faire tout l'inverse. Genre, moi, c'est vraiment la technique du contre-pied. Donc, j'ai vu que les gens soit se positionner sur des thématiques très précises, genre le copywriting, tu vois, le growth, le marketing et tout, sur des formats assez courts, très Mm. concrets, etc. Ou alors se positionner sur des thématiques plus généralistes, genre entrepreneuriat, business et tout, partir beaucoup plus sur du mindset, de l'inspirationnel, du storytelling et tout. Je me suis dit, OK, on va faire tout l'inverse de ça. On va faire un contenu déjà pas monté, tu vois, vraiment en mode Ouais. échange, tu vois, comme toi et moi là. On va faire un contenu long, tu vois, 2 heures, 2 heures et demie, plus s'il le faut, qu'on repurposera par la suite, qu'on découpera avec des extraits et tout, ça, c'est pas un Ouais. problème. Et le moins de storytelling possible, le moins de mindset possible. J'invite un entrepreneur, je lui demande de me cracher tout ce qu'il sait, tu vois. Comment il a Ouais. pensé sa boîte, pilier par pilier, tu vois. Et en fait, on utilise notre méthodologie, les 5 piliers, comme structure pour driver le truc et chapitrer le truc, Mais tu il vois. y a, ouais, et puis il doit y avoir un côté traction des précédentes Ouais, communautés bien que tu sûr, as créées, bien sûr. forcément, j'imagine. Là, j'ai Parce fait, que, j'ai fait les stats. Et donc, en fait, le truc, c'est que forcément, tu vois, tu as un effet cumulé. Aujourd'hui, j'ai été checké, tu vois, ça représente 30, notre distribution. Donc, vraiment, la promotion qu'on fait de nos podcasts représente 30% de nos écoutes. Donc, c'est-à-dire que 70% restants, c'est de la rétention. Donc, des utilisateurs qui sont abonnés, qui viennent nous écouter spontanément, ou alors de la découverte sur les plateformes, ce qu'on est mis en avant, tu vois. On a été très vite, dès la première semaine, mis en avant par les plateformes, tu vois. On est en sélection et tout, en continu, donc c'est cool. C'est-à-dire que les gens nous découvrent et nous écoutent. Donc tu penses que ça, ça c'est passe génial. aussi par de la mise de moyens? Pardon, je te coupe. Tu penses Ouais, que ouais, t'inquiète. là, quand tu t'es dit, allez, OK, les gars, on lance le podcast, tu penses que un des leviers, c'est aussi de te dire le fait d'avoir une équipe, donc de pouvoir déléguer pour scaler. Enfin, par exemple, il y a quelqu'un qui va faire les extraits, il y a quelqu'un qui va faire des choses que Ouais. toi, tu peux optimiser comme temps. Et puis, est-ce qu'il y a tu t'es dit, allez, je mets un billet pour direct avoir bon matos, Bien sûr. bon Ah setup. ouais, Enfin, ouais. ouais, Alors, j'ai pas un matos de malade, tu vois, j'ai un Blue Yeti à ouais. 90 balles. Il n'y a pas besoin pour moi tu vois, de mettre des milliers et cents en tout cas pour commencer, tu vois. Hmm, Par contre, oui, pour moi, euh, il faut partir du principe que l'argent, c'est un moyen et que oui, il faut être prêt à investir du hmm. temps, des ressources, donc du temps, de l'argent, de l'énergie. Et donc, oui, pour moi, ça a été un no-brainer de me dire, OK, on va commencer, on va pas acheter le ROD à 1000 balles, mais on va acheter on va prendre un micro potable, on va se renseigner un minimum, tu vois, pour faire les choses proprement. Ouais. Et oui, je veux commencer avec faire en sorte que le premier épisode, même s'il sera loin d'être, ne sera pas parfait et il était loin d'être parfait au final, faire en sorte que on en soit fier et de se dire, OK, c'est pas, tu vois, c'est pas la première crêpe loupée de la fournée, Yes. tu vois. Et Ouais, ok. on Ok. voulait que ça, tu vois, on voulait se donner du mal. Mais ça, c'est un truc, ouais. On s'est donné 3 mois, pendant 3 mois là. Donc là, il reste encore 3 semaines. On fait quasiment rien d'autre en termes de contenu. Hmm. Notre réal qui fait la vidéo à la base, là, pendant 3 mois, il est focus sur le podcast, faire en sorte que le contenu soit le plus qualitatif possible. Ok. Et donc, ouais, il faut être prêt à investir. Mais tu vois, ça paye. Ouais, c'est clair. Bon, dernière question, malheureusement pour moi, je suis dégoûté. J'aurais dû t'emmener sur le sujet du podcast bien plus tôt, mais c'est comme Bon, ça. on fait une partie dessus avec On plaisir. fait une partie 2 avec grand plaisir, ça c'est clair si tu en as l'occasion. Je voulais savoir si tu t'intéressais un peu au Web3, ce que tu en penses. Est-ce que c'est une hype passagère? Est-ce que pour toi, il y a un truc à exploiter? Est-ce que bah, tu vois, tu conseilles beaucoup les boîtes? Il faut leur apporter cette dimension-là. Il y a un virage à prendre pour le monde de l'entreprise? Alors moi, je t'avoue que c'est à titre perso, je suis pas du tout. En fait, je Sur ces m'interroge sujets-là. assez peu sur le sujet. C'est-à-dire que tu vois, c'est un sujet.
je m'intéresse à 1 milliard de choses, donc c'est un sujet comme beaucoup d'autres qui m'intéressent, tu vois. Par contre, moi, je suis vraiment plus partisan de... tu vois, pour moi, il y a vraiment un premium à être le second mover plutôt que le first mover. Donc, tu vois, moi, j'aurais plutôt tendance à faire partie de la population qui, tu vois, va pas être innovatrice ou early adopter, mais qui va plutôt, tu vois, attendre, voir un petit peu comment ça se cristallise, tu vois, et ensuite arriver en bénéficiant déjà des erreurs des premiers. des erreurs des premiers en ayant la visière bien au clair, tu vois. Ouais. Donc, donc là, aujourd'hui, tu vois, j'ai pas de reco nécessairement à donner là-dessus. Non. Pour moi, ça me semble être encore, tu vois, assez, tu vois, vraiment en cours de construction. Ouais. Tout le monde est en train d'essayer de comprendre le truc et d'essayer de voir comment l'imbriquer. Moi, je pense que les opportunités, elles se présenteront, voilà, elles se présenteront d'elles-mêmes. Mais c'est sûr qu'on est, voilà, on est à l'avant de quelque chose. Tu vois, Ouais. on est à l'avant-garde d'un truc, oui, Qui va changer les choses. Oui, qui va changer les choses clairement. Par contre, je me considère pas, tu vois, aujourd'hui comme émissaire du machin, quoi. Ouais, tu focuses pas dessus. Ok, écoute, Benoît, malheureusement, je suis pris par le temps, mais c'était passionnant. Merci infiniment pour ton temps. Merci à toi. Dernière question, est-ce qu'il y aura quelqu'un que tu as envie d'entendre sur cette émission dans les prochaines semaines ou prochains mois? Est-ce qu'il y a un nom qui te vient en tête tout de suite? Tout de suite là, parce que j'ai discuté avec lui tout à l'heure, je pense à Thomas Rivol. Ok, ouais, on en a déjà parlé. Ok. Bah, Thomas Rivol, bah écoute, ça me ferait plaisir en tout cas de l'entendre. Ouais, trop cool. Merci encore. Et puis, du coup, à très vite. On te souhaite le meilleur pour la suite. Bah, merci à toi.